Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. C'est votre podcast hebdomadaire qui se voit complété d'une veille sur des éléments qui sont peut-être un petit peu moins essentiels, un peu moins phares. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver Guillaume Pogdiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Exactement, sur cet épisode un peu moins intéressant donc, mais quand même sympa. Non, c'est pas ça. C'est pas les incontournables, c'est tout. C'est d'autres sujets. Voilà. C'est tous les éléments que vous n'avez pas peut-être forcément vus dans les gros titres, mais qui méritent quand même qu'on se pose dessus avec un ton un peu plus léger, un petit peu moins, peut-être, voilà, un peu moins dans la tête dans le guidon. En fait, j'ai vraiment, je vais être transparent avec vous, j'ai perdu tous mes repères. Pourquoi j'ai perdu tous mes repères? C'est parce qu'on enregistre l'épisode hebdomadaire, mais aussi cet épisode supplément l'après-midi. D'habitude, on enregistre ça le mardi soir, et là, on enregistre ça le mercredi après-midi. Je l'ai du soleil sur l'écran, tout ça, c'est n'importe quoi. Voilà, je suis aveuglé. Non, je suis paumé. Je sais pas pourquoi. Je me rendais pas compte à quel point on était attaché comme ça à un environnement pour enregistrer un podcast. Je suis désarçonné. Ça va, toi, tu tiens le coup? Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. On est des oiseaux de nuit, hein, c'est pas évident, quoi. Bah, je suis pas productif pareil. J'ai pas la même concentration. Et donc, alors en plus, ça se ressentait peut-être en intro de l'épisode hebdomadaire que vous avez entendu il y a quelques jours, puisque j'avais commencé à lancer les news en disant oui, Guillaume a prévu, on va parler de finance, etc. Bon, pas du tout, évidemment, parce que j'étais plus bas dans le conducteur et j'avais tout mélangé. Et on vous a pas parlé aussi, on a parlé de sous un petit peu avec Twitter et sa gestion du recrutement et du fait qu'il voulait faire des économies. Mais c'est la seule manière. Là, vraiment, pour le coup, on va vraiment vous parler de finance. On va vous parler des échos qu'il y a autour de la banqueroute de la société FTX. On vous en avait parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Donc là, on a un petit peu de nouveau. On a aussi des grosses machines qui font des gros calculs. Vous savez que c'est un sujet qu'on aime bien aborder aussi dans Tech Café. En fait, on a plein d'autres sujets. Guillaume, on va tout de suite commencer justement avec FTX parce que il semblerait qu'une personne a pris la parole pour donner un petit peu son sentiment sur la situation de l'entreprise, sur le contexte qui amène à cette faillite. Et a priori, il est critique. Il a pas beaucoup vu ça dans sa carrière, hein, je crois. Ouais, à vous popcorn, hein, vraiment, parce que voilà, quoi. C'est le gars qui est en charge de gérer la faillite. Enfin, les gars, et en particulier le chef, quoi, qui a commencé à regarder un petit peu le dossier de FTX, là, et ça va pas être triste, hein. Et pourtant, John J. Ray III, l'avocat en charge c'est dur, hein. du bazar, a vu, dans sa vie, il en a vu des trucs, hein, franchement, parce que c'est lui qui s'est occupé d'Enron, par exemple. Alors, la faillite d'Enron, c'est là de 2001, mais c'est légendaire. Enron, c'était un géant de l'énergie. Pour les plus jeunes d'entre nous, il faut que tu redonnes ça dans le... Oui, tout à fait. Donc, Enron, c'est un géant de l'énergie. Donc, dans les années 2000, c'était la 7e capitalisation américaine. Donc, à l'époque, même dans les années 90 plutôt. C'est donc la 7e capitalisation américaine de l'époque. L'action atteignait des sommets, tout leur souriait, c'était extraordinaire. Jusqu'à ce que des soupçons commencent à poindre sur la fiabilité comptable de la boîte. Et de fait, Enron a élevé la fraude comptable au rang d'un sport de compétition, hein, c'est ce qu'il a gonflé systématiquement ses chiffres. Il se vendait du gaz à lui-même, et voilà, la société se vendait du gaz à elle-même via des sociétés écrans. Et donc après sa faillite, d'ailleurs, elle a réussi en partie à détruire plusieurs tonnes de documents comme ça à la hâte, parce que bon, voilà, il y avait des trucs dedans pas très propres. Donc on imagine d'ailleurs le fringant John J. Ray III de 20 ans de moins, hein, qui a dû mettre son nez dans les comptes de cette grosse mafia. Voilà, ça vous forme un homme, tu vois, c'est un peu son Vietnam personnel. Et depuis, il en a vu d'autres, hein, c'est un vieux routier de la faillite, c'est une sorte de vétéran de la banqueroute. Et pourtant, il dit, je cite, « Jamais dans ma carrière, je n'ai vu un tel niveau de complète défaillance dans la gestion d'une entreprise. » Ça laisse songeur. Il continue, le contrôle était concentré entre les mains d'un tout petit groupe d'individus inexpérimentés, incompétents et potentiellement malhonnêtes. La situation est sans précédent. Après ce teasing, voilà, je suis sûr que vous voulez des exemples évidemment, parce que bon, il y en a beaucoup trop. Par exemple, FTX ne sait pas exactement combien elle a de clients, c'est pas clair. Donc voilà, comme c'est pas clair non plus la manière dont ils géraient leur argent. Alors je rappelle que FTX était une bourse. Voilà, le cœur de métier d'une bourse, c'est un petit peu de gérer du pognon, quand même. Hein. Eh ben non, FTX n'a pas de liste précise des comptes bancaires ni des noms associés. Voilà, il y a aucune étude de solvabilité, voilà, des partenaires financiers qu'il avait dans le monde, des banques avec lesquelles il traitait, c'était bordel complet. FTX ne sait pas non plus exactement combien de cash il dispose. De même, FTX n'a pas de liste claire de ses employés. Voilà, il y a des gens de plusieurs entités qui travaillaient pour eux, il y avait des extérieurs, il n'y avait pas de registre du tout. Donc, qui travaille là, fait quoi, et pour quel salaire ? Aucune idée. Certains employés sont d'ailleurs impossibles à joindre, hein, parce que voilà. Comment ils faisaient pour payer les gens alors ? Ils utilisaient une plateforme de chat, où ils viraient des fonds en échangeant des emojis. Véridique. De même, la gestion des fonds du groupe FTX
Donc il y avait la bourse, mais aussi les bourses. Oui, il y avait 2 bourses. Bon. Bref, mais aussi Alameda, etc. Ben, elle est totalement opaque. Aucun point journalier sur les positions, l'usage confirmé, donc l'usage a été confirmé d'un logiciel secret pour Alameda pour transférer des fonds de manière complètement invisible. Et bien sûr, tout ça est contrôlé par une seule personne, Fried, hein, à 90% en tout cas. Et comme si ça suffisait pas, ben Sam Bankman-Fried communiquait aussi via des messages qui s'autodétruisaient. Et il encourageait les employés à faire de même. Donc rien n'est enregistré. Les décisions de gouvernance n'ont jamais été écrites. Il dit un truc, voilà, il envoie et hop, voilà, ça part. Ah, j'ai dit ça? Non, mais on va faire autrement ou pas, enfin n'importe quoi. Aucun registre, d'aucune sorte. C'est une philosophie d'entreprise, ne jamais rien écrire. Donc c'est un n'importe quoi total et absolu, mais vous me direz, une société de cette taille a jamais eu aucun audit? Jamais? Eh ben si, il y a Prager Metis, je sais pas, une firme qui se targue d'avoir d'ailleurs officiellement ouvert un bureau dans Decentraland. Et voilà, donc ils sont dans le métaverse, donc il y a rien à craindre. Pour couronner le tout, SBF est vraiment pas... Ouais, crédibilité, max. Hein. Et ouais, donc SBF, il est pas vraiment malin, puisque en fait, il continue sur Twitter à dire, je cite, que ces putains de régulateurs empirent les choses, et il a un comportement complètement erratique et qui a peu de chances de plaider en sa faveur. Et donc, dans tout cet incroyable bordel, John et ses amis ont dû avoir recours à des cryptanalystes pour analyser le bordel, tout ce truc-là, donner une estimation des comptes de la boîte, et aux dernières nouvelles, elle aurait 1,24 milliard dans les caisses. On parle de la totalité de FTX Group, en fait, hein, pas seulement de la bourse. Donc dedans, il y a Alameda, FTX US, plein d'autres boîtes. Le problème, c'est que si on prend les 50 plus gros créanciers, ils représentent à eux seuls 3,1 milliards de dettes. Et FTX pourra avoir plus d'1 million de créanciers au total. Donc, où sont les fonds d'ailleurs? Ben je sais pas. Voilà. D'ailleurs, je sais pas où sont les fonds. Le 17 novembre, les autorités des Bahamas annonçaient qu'elles transféraient tous les fonds vers un portefeuille sous leur contrôle. Quels fonds exactement? Combien se représentent sur le milliard dont j'ai cité? C'est pas clair du tout. Ce qui n'est pas clair non plus d'ailleurs, c'est qui doit se charger de la faillite, parce que actuellement c'est la cour du Delaware là, qui est chargée de la faillite au chapitre 11, mais le cas est aussi enregistré au chapitre 15 de la cour du district sud de New York. Voilà. Et dedans il y a les Bahamas au milieu, donc je comprends plus que dalle, mais ça va être très très sportif. Au passage, si jamais vous avez des fonds bloqués chez FTX, méfiez-vous des arnaques, parce que bien entendu, il y a des arnaques là-dessus aussi. Il y a une vidéo deepfake, d'ailleurs, de Bankman-Fried, qui circule sur Twitter. Donc SBF rassure les clients, il n'y a pas de souci. Non seulement tout va bien, non seulement on va tout vous rendre, mais en plus, on va vous faire un cadeau, on va doubler vos avoirs en crypto. Mais il suffit juste d'aller sur un truc qui s'appelle ftxcompensation.com, voilà, allez-y, bien sûr. Et voilà, ben oui, la boîte a un trou d'au moins 2,5 milliards, mais on va faire des cadeaux, bien sûr. Donc, je sais pas, il y a beaucoup trop de monde qui croit au Père Noël dans le monde des cryptos, je sais pas. Donc, évidemment, c'est une arnaque, hein, donc gaffe. Ça sent le roussi, donc du coup, pour le redressement peut-être de FTX. On va voir comment ça se passe concrètement. On continue un petit peu dans le monde des crypto-monnaies? Oui, bah grosso modo, pour continuer un tout petit peu sur FTX, parce que sur les retombées aussi, grosso modo, SBF a fait une pyramide de Ponzi en fait, hein, avec FTX, il crée du token FTT à partir de rien, globalement, il le vend aux nouveaux clients, gonfle les prix en brûlant régulièrement, et utilise ses fonds pour spéculer via Alameda et autres. Et voilà, et ça marche donc effectivement le FTT a un prix assez élevé, donc tant qu'il y a des gens qui en achètent. Oui, mécaniquement, c'est vraiment une pyramide de Ponzi. Ça ressemble quand même à une vieille recette revisitée, tu vois, une recette un petit peu revisitée, comme une blanquette de veau à la vanille, tu vois, ou une tarte citron en verrine, tu vois, c'est un petit peu revisité. Donc SBF, il est quand même parti pour devenir le nouveau Madoff peut-être. On va voir ce que ça donne. Enfin bon, pour le moment, la faillite de FTX a des effets en cascade dont on commence à voir les effets. Il y a Genesis qui fait des prêts en crypto, qui est dans le prêt. Hein. Il est un petit peu dans la panade face à une vague de retrait. Il est en cours de liquidité. Donc il y a Gemini qui en a fait les frais. Genesis leur fournit des services. Il y a BlockFi aussi. Et il y a peut-être tout le Digital Currency Group, dont fait partie Coindesk, mais aussi plein de gens, dont Foundry et Grayscale Investment. Et il y a aussi d'autres, dont Genesis. Et là encore, d'ailleurs, on admire la transparence qu'il y a dans le secteur, parce que d'un côté, chez Genesis, on dit qu'ils ont 175 millions bloqués par FTX, et qu'ils ont fait un appel de fonds de 140 millions pour se renflouer. Mais en parallèle, le New York Times révèle que Genesis est en train d'explorer des pistes pour partir en faillite, et qu'ils ont appelé à l'aide une banque d'investissement. Genesis devrait avoir, a priori, Genesis devrait avoir dans les 2,8 milliards de prêts actifs. Et il serait au bord de la faillite pour un trou de 35 millions, c'est quand même suspect. Et de même, on parlait de Grayscale Investment, Grayscale Investment, c'est eux qui émettent les GBTC, le Grayscale Bitcoin Trust.
Et ce truc a perdu totalement son indexation sur le Bitcoin, parce que normalement c'est un peu comme du Tether, mais au lieu que ce soit indexé à l'US dollar, c'est indexé au Bitcoin. Et là, le GBTC, il est à 50% du prix du Bitcoin. Voilà, donc le GBTC, donc c'est Grayscale, et donc c'est le Digital Currency Group. Donc GBTC, c'est une sorte de dérivé du Bitcoin. Pour le garantir, Grayscale est censé en détenir 634 000, soit à peu près 10 milliards de dollars. Et la question se pose sérieusement de savoir combien ils en ont en vrai des BTC. Sachant que Genesis avait déjà morflé avec la chute de Three Arrows Capital et que très probablement le Digital Currency Group a essayé de venir au secours de Genesis. Donc si tu veux, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein d'entités qui s'échangent des trucs, c'est extrêmement endogène, c'est extrêmement consanguin tout ça. Donc le GBTC, c'est une sorte de... donc c'est une dérivée du Bitcoin, et le groupe Digital Currency en a racheté beaucoup, d'ailleurs, pour maintenir le truc. Et probablement, c'est lui, le Digital Currency Group, qui détient le plus de GBTC, qui est sa propre monnaie. Donc c'est le créateur de la monnaie qui en détient le plus, c'est quand même assez cocasse. Surtout que ça n'a pas l'air de servir à grand-chose, parce que depuis 5 jours, le GBTC se traîne à peu près au même niveau. Donc si on suppose que ce truc continuera à avoir la moindre valeur dans le futur proche, ben ça fait un Bitcoin à moitié prix, donc à la limite, je sais pas si c'est une affaire, mais ce n'est pas un conseil d'investissement, surtout pas. Dans tous les cas, voilà, si... alors évidemment, sauf si évidemment le Bitcoin rejoint le GBTC et part officiellement, et que tout parte officiellement en vrille. Côté les cryptos, d'ailleurs, le Solana s'en remet pas très bien de tout ça, parce qu'il baisse encore un peu sous les 12 $, je crois, il en valait 30 à début novembre. Le Bitcoin continue sa baisse, un peu en dents de scie, mardi il était à 15 400, donc c'était en baisse quand même sur une semaine. L'Ether autour de 1000 balles, lui aussi en baisse sur une semaine. Certains analystes comme chez Bloomberg Intelligence voient déjà le Bitcoin baisser à 10 000 $. Au passage d'ailleurs, ça y est, je l'avais un petit peu parlé, Cathy Hochul, donc le gouverneur de New York, la gouverneure de New York, a enfin signé le moratoire sur le minage de l'État, dans l'État de New York. Donc il est interdit d'y miner en utilisant des énergies fossiles pour au moins 2 ans. Alors, c'est que le début de la tourmente, de toute façon, ce qui ressort globalement des témoignages sur SBF, c'est que c'était un gamin de 12 ans, accro aux sensations fortes, dont l'unique but était de faire du cash, plus de cash, en prenant toujours plus de risques. Et lors de son ascension, d'ailleurs, il y a des investisseurs qui ont envoyé des mémos, l'exhortant à créer un board, à tenir des comptes, tu sais, tout ce que... voilà. Faire un boulot, quoi. Faire un boulot, de gérer une boîte comme un adulte. Et la réponse fut, je cite, « Allez vous faire foutre ». Donc SBF savait se montrer raisonnable en public, et même accommodant, il faisait du lobbying pour plus de régulation des cryptos, mais avec des règles qu'il arrangeait plutôt lui, voilà, pour ce qu'il faisait chez FTX, tout en étant plus strict avec la finance décentralisée en général, et d'ailleurs son ennemi de toujours, le Changpeng Zhao, donc CZ, et lui était très impliqué dans la DeFi, dans la finance décentralisée, et c'est en partie de là que part leur inimitié, quoi. Cela dit, l'effondrement total de FTX et de SBF risque de profiter ni à l'un ni à l'autre. En tout cas, la pyramide de SBF, ça va être un tremplin pour pas mal de monde. Alors, ça va peut-être être un cercueil pour pas mal de monde, ça va être un tremplin pour d'autres, parce qu'il y a, évidemment, il y a de nouveaux acteurs crypto qui essaieront de se démarquer dans le futur. Peut-être Binance, d'ailleurs, qui annonce un plan de sauvetage du Web3 qui pourrait accroître encore son influence. Et puis, il y a aussi toute une légion d'avocats, qui vont se dépioter du cas avec délectation, des légions de juristes qui vont proposer des lois pour réguler tout ce bordel, pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Enfin, bien sûr, ça arrivera encore des scandales financiers de cette ampleur, il y en aura encore, c'est évident, personne n'y croit, mais bon, voilà. Disons qu'elles ne seront pas exactement pareilles. Et puis, moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est la valeur service derrière ces entreprises-là. On est quand même sur de la gestion de crypto-monnaies comme étant des ressources financières pour faire de l'argent. Je me pose encore et toujours la question du rôle de ces entreprises, et en tout cas, quel rôle revendiqué ils peuvent avoir. J'ai l'impression... faire du pognon. Voilà, c'est ça. Au-delà de faire du pognon, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, je veux dire, ils font des produits dérivés sur des jetons virtuels qui n'ont aucune valeur intrinsèque. Je veux dire, si on n'est pas dans la spéculation totale et pure pour faire du pognon de manière explicite, il n'y a pas plus, tu vois, il n'y a pas plus simple. Je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'on peut s'imaginer mener ce genre de bateau en se disant durablement ouais, ça va le faire, quoi. Bon, très bien, on continue donc du coup avec les crypto-monnaies, parce qu'il y a un pays qui est assez emblématique quand on parle de Bitcoin, c'est le Salvador, Guillaume. Ouais, alors donc je disais, le Bitcoin continue de sombrer lentement, enfin à l'heure où on enregistre en tout cas, on ne sait jamais. Mais bon, ça n'empêche pas le Salvador, Bukele pour être précis, de vouloir continuer à en acheter un par semaine, alors que le pays a déjà perdu des dizaines de millions, et et que l'usage de crypto décolle pas plus que ça, en tout cas pas plus. Il croit en sa stratégie jusqu'au bout, tu vois. Oui, c'est une stratégie bien sûr. Enfin bon, d'une certaine
manière, le cas du Salvador n'est pas exceptionnel, hein, si on en croit les conclusions d'une banque suisse, donc la BIS, la Bank of International Settlement, qui a un nom de bisou, la BIS, oh c'est mignon. Bref, d'après eux, entre 73 et 81% des acheteurs de Bitcoin seraient déficitaires. Alors précisément, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une base de données des mouvements de Bitcoin sur les bourses, sur les bourses crypto, dans 95 pays sur 7 ans, donc de 2015 à 2022. Donc quand le prix du Bitcoin monte, ils constatent logiquement que plus de gens en achètent. Le profil est classique, en d'ailleurs, c'est des jeunes hommes qui sont plus enclins après la prise de risque. C'est très très stéréotypé, mais c'est malheureusement statistiquement valide. En comptabilisant tous ces échanges, ils sont arrivés à la conclusion qu'entre 73 et 81% avaient perdu de l'argent. Donc quand les prix montent, les petits acheteurs veulent acheter, et qui c'est qui vend ? Ceux qui ont déjà du Bitcoin à l'appel, donc c'est les gros porteurs en fait, des baleines. Donc essentiellement, les petits donnent de l'argent aux gros, et c'est comme ça que ça marche. Une conclusion qui va sans doute rappeler pas mal des choses à pas mal de monde, puisque une énorme vague d'achat s'est produite déjà dans les cryptos pendant la pandémie, les confinements aidant, les gens sortaient pas, donc ils dépensaient pas leur fric en resto et en alcool comme d'habitude, et donc pas mal ont acheté des trucs comme des cryptos ou des actions GameStop pour le fun, et les prix se sont envolés entre 2020 et 2021, et se sont donc spectaculairement viandés en 2022, pour revenir au niveau justement, pour le moment, fin 2020. Donc il y en a d'autres qui doivent aussi souffrir, les pauvres, regardez le cours des cryptos avec un peu de sueur sur le front, c'est les criminels. On ne pense pas assez aux criminels. C'est vrai, c'est fou, mais toutes ces personnes qui ont fait des revendications pour toucher des crypto-monnaies, notamment avec des ransomware, alors ça devient quoi ça oui, c'est ça le trésor problème. dormant. Mais écoute, ils ont quand même ils ont quand même mis tout leur cœur dans ces malwares et dans ces ransomware, ils se sont donné du mal quand même pour rançonner les gens. Et là, effectivement, ils se sont pris 70% de baisse dans la tête, c'est quand même moche aussi, quoi. On pense pas assez à eux, aux cybercriminels. Enfin bon, en tout cas, pour eux, les cryptos aussi sont à double tranchant, voire à triple tranchant en fait. Ouais, triple tranchant, parce que, bon, ok, c'est pratique, c'est vrai, c'est décentralisé, personne ne peut vraiment couper le machin, mais bon, c'est pas si anonyme, parce que c'est public, quand même. Et les forces de l'ordre, d'ailleurs, sont devenues très très bonnes pour tracer tout ça. Encore il y a 2 semaines, il y a les États-Unis qui ont, la police américaine qui a récupéré plus de 3 milliards en Bitcoin qui avaient été volés à Silk Road il y a 10 ans de ça. Donc 10 ans plus tard, ils ont quand même réussi à récupérer le fric, quoi. Donc c'est quand même une belle performance. Donc voilà, entre le fait que ce soit traçable, le fait que ce soit ultra volatile, voilà quoi, c'est quand même assez difficile. Mais pour l'instant, je pense que le rapport coût-avantage reste positif. Mais bon, faut voir à quel point ça descend. Certains y voyaient la solution idéale, effectivement, pour récupérer de l'argent sans traçabilité. C'est dommage, c'est pas aussi simple, on va dire. On change de rubrique, Guillaume, et puis on parle un petit peu de gros calculateurs, de très grosses machines. C'est les records à chaque épisode et à chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet. Mais oui, c'est parce qu'à Dallas, là, c'est le Super Computer Show 2022. C'est la grand-messe, c'est une sorte de c'est une sorte de Japan Expo. C'est une sorte de Comic-Con pour les supercomputers, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, et oui, je sais. Alors, ouais, je sais bien. Ces énormes machines qui font là pour faire d'énormes calculs pour les chercheurs qui ont d'énormes besoins. Ça peut sembler un petit peu éloigné de notre vie quotidienne, et en fait, ça l'est pas du tout. Parce que déjà, on utilise les résultats de ces supercalculateurs tout le temps. Quand vous lancez votre appli météo, l'appli météo, elle prend les résultats que donnent ces énormes machines pour faire ses prévisions. Les climatologues du GIEC, ils font des calculs qui sont absolument monstrueux sur des machines comme ça. Les constructeurs d'avions, c'est comme ça qu'ils gèrent les turbulences sur leurs ailes. Pareil pour les voitures, pour les fusées. Il y a la science des matériaux, il y a de nouveaux matériaux qui sont inventés. Pareil pour la chimie, pareil pour les médicaments. Donc, on utilise tous en fait des technologies, des objets, des trucs qui n'existeraient pas sans la science déjà, et la science, souvent, elle a des gros besoins de calcul qui vont avec. Et bon, évidemment, un des trucs les plus évidents ces derniers temps, c'est les besoins de calcul pour l'intelligence artificielle. C'est un besoin qui renouvelle un petit peu le besoin de calcul, on va dire, qui change un petit peu le besoin de calcul pour les particuliers. Si je prends, par exemple, mon modeste exemple personnel, moi, j'utilise, par exemple, Stable Diffusion sur mon PC avec ma vieille GeForce 1060. Bon, pendant le rendu d'une image, elle est utilisée à 100%, ma GeForce 1060. Or, en FP32, elle développe dans les 4 teraflops. C'est une génération qui n'a pas encore de gestion efficace de la demi-précision, donc c'est vraiment pas la manière la plus efficace de calculer ça, mais bon, voilà. C'est pour fixer les idées. Donc, créer une image, bon, évidemment, ça dépend de la taille, mais là encore, disons que ça prend de l'ordre d'1 minute. Donc, 60 secondes
pour 4 teraflops, c'est-à-dire 4000 milliards d'opérations, ça veut dire que chaque image demande 240 000 milliards d'opérations virgule flottantes. Ça en fait. Ça calme, hein. Et c'est rien du tout comparé à ce qu'il faut pour entraîner les modèles qui font ce genre de trucs, pour les créer de zéro. En plus, les tendances globales sur les semi-conducteurs se voient d'abord sur le très haut de gamme, là où on cherche la performance maximum, où le prix est moins un sujet, et donc on peut voir un petit peu les tendances générales comme ça, on peut voir un petit peu les tendances, si tu veux, de ce qui peut-être nous touchera un petit peu plus tard. Et bon, alors la tendance générale c'est quoi? Bon, évidemment, on peut pas dire forcément la mode actuellement c'est l'exascale. Donc on est en train petit à petit de banaliser l'exascale, si j'ose dire. Bon, je parlais de ma 1060 là, de ma vieille 1060 qui développe 4 teraflops. Donc 4 teraflops c'est 4000 milliards d'opérations. Et ben si vous multipliez par 1000, vous avez le pétaflop. Et si vous multipliez par 1 million, vous avez l'hexaflop. Un hexaflop, c'est donc 1 million de teraflops ou 1 milliard de gigaflops, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Bon, notez bien que j'ai utilisé Terra, péta, hexa, ça me rappelle un petit peu mes tableaux de conversion ça, en CM2. Mon fils a un peu de mal d'ailleurs avec ce sujet, je comprends pas pourquoi. Mais encore, il aborde pas les hexas, les pétas et les terras. C'est pour ça. Et alors notez bien par contre que j'ai utilisé ma carte graphique de clochard pour fixer les idées. Mais en fait, je triche parce que ma carte, elle donne 4 teraflops en 32 bits. Par contre, elle est totalement nulle en 64 bits. Elle fait à peine 0,13 teraflops. La carte graphique qui est nulle en 32 bits et en 64 Mais complètement, elle est nulle en 64 bits. Alors que Frontier, qui est la première machine qui officiellement dépasse l'hexaflop, elle donne un peu plus d'un hexaflop en 64 bits. Donc ma 1060, elle est vraiment très 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 loin. Donc Frontier est américain, et les États-Unis ont au moins 2 autres projets hexaflopiques pour bientôt, il y a Aurora et El Capitan. Frontier et El Capitan, ce sont 2 pures machines AMD, et Aurora est une pure machine Intel, donc c'est assez rigolo. Et donc, tous sont pour le département de l'énergie, peut-être parce que c'est les seuls à avoir assez de jus, parce que Frontier consomme quand même 21 MW, donc voilà. Finesse. Mais bon, parlons un peu de nous. Et oui, nous, l'Europe... Attends, excuse-moi, 21 MW, j'essaye d'avoir un rapport quand même de la consommation énergétique de ce que ça peut représenter pour avoir des équivalents. 21 000 kW, donc tu vois, un chauffage, ça consomme 2 kW, voilà, c'est 10 000 chauffages, quoi. 10 000 chauffages, voilà. Ouais. Bon, ça, en gros, c'est, je sais pas, une toute petite ville. Ouais, c'est ça. À peu près. De toute façon, les super ordinateurs, en général, bon, là, c'est Frontier, bon, les super ordinateurs, c'est de cet ordre-là, quoi. Donc, ça se branche pas sur une prise classique, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il faut garder. Non, ça se branche pas. Non, il faut vraiment, tu vois, chez EDF, il faut vraiment cocher plus de trucs. Non, il faut cocher des trucs. Et puis, il faut les heures creuses, parce que... Donc nous aussi en Europe, parce que voilà, on parle beaucoup des États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Donc on a 2 projets Exascale, nous aussi, d'ici à 2024, et même idéalement avec des processeurs européens, donc qui seraient issus des EPI, les EPI, les European Processor Initiative, n'est-ce pas? Donc ce seraient nos CPU à nous. Et nos CPU à nous, ils s'appellent Rhea. Donc Rhea comme la femme de Chronos, et il y a aussi des accélérateurs d'ailleurs qui sont prévus pour les calculs vectoriels et matriciels qui s'appellent les EPAC. Pas les EHPAD, c'est le truc d'avant, les EPAC. C'est mieux. Donc le pays a été lancé en 2018 et en 2021, ça a conduit au CPU Rhea. C'est des CPU ARM, et les accélérateurs EPAC, eux, sont basés sur RISC-V. Donc la deuxième génération, Rhea 2, nom de code Chronos, évidemment, devrait arriver en 2023 et donc viser le calcul haute performance. Donc le but c'est aussi de faire des puces qui consomment le moins possible. Donc les Rhea ce seront c'est pas encore, mais ce seront des CPU made in France, puisqu'ils sont conçus par Cyperl, qui est une société toute jeune, qui a 2 ans et qui a son siège social à Maison Lafitte. Donc Cyperl ne fabrique pas les puces. Très proche de nous tout ça. C'est rare qu'on parle de ce sujet-là avec des références aussi proches. C'est ça qui est intéressant. Enfin, Cyperl donc va pas fabriquer les puces elles-mêmes, c'est TSMC qui va s'en charger vraisemblablement. Donc dernièrement, ils ont annoncé un partenariat avec AMD pour utiliser les Radeon Instinct dans un prochain superordinateur. Donc globalement, tout le monde semble bien s'entendre avec Rhea, puisque Nvidia aussi a annoncé qu'il y aurait Harmony avec ses accélérateurs, et Intel aussi. Dans ma connaissance, il n'y a pas encore de Rhea en dur, je pense que je n'ai pas vu de puce qui ait déjà été fabriquée. La production pourrait commencer à la fin de l'année avec des cœurs ARM Neoverse, 64 Go de HBM2, le tout en 6 nanomètres. Et les Rhea 2, donc ça c'est Rhea 2 arrivera en 2024, et donc la 3e itération en 2026. Globalement, il prévoit d'utiliser des process un peu éprouvés, puisque là, on remarque qu'on est à 6 nanomètres pour l'instant, 5 nanomètres en 2024, alors que le 3 nanomètres sera vraiment très courant, je pense, en 2024.
et donc 3 nanomètres pour 2026 seulement. Donc on est un petit peu comme ça. Pour être honnête, bon, voilà, ça c'est les projets. Moi, je suis un peu prudent quand même avec les intentions affichées à la SC 2022 par l'Europe, parce que l'Europe envisage quand même au moins un superordinateur basé sur le pays d'ici à 2024, un autre en Allemagne et peut-être encore 2 autres en 2023-2026. Et on étudie même le post-exascale avec des accélérateurs quantiques pour 2027. Ce qui est intéressant en soi, et va probablement motiver beaucoup d'investissements en Europe dans le calcul quantique, et qui pourrait d'ailleurs aboutir vraiment à quelque chose dans la seconde moitié de la décennie. C'est ambitieux, c'est bien, mais enfin je suis prudent parce que bon, les puces Cyper, elles n'ont pas encore été testées quand même, tout ça c'est sur du papier, donc tout est nouveau, et quand on voit les soucis qu'Intel a pour mettre sur pied son Aurora, le supercalculateur Aurora, il devrait déjà tourner, et là il est toujours pas en l'état, il a été redéplacé encore en 2023. Bon, pourtant c'est Intel et Cray qui s'y collent, c'est pas vraiment des amateurs. Tu vois, donc c'est compliqué. Voilà, faire un ordinateur hexaphlopique, c'est compliqué. Donc, bon, voilà, c'est bien d'avoir des ambitions, mais enfin, on verra quand même sur place. Annoncer une machine exascale basée sur des CPU qui sont jamais sortis, jamais construits ni rien, voilà, j'attends un petit peu de voir. Après, voilà, c'est toujours quand même intéressant, même si c'est pas non plus une machine totalement souveraine, parce que les puces seront gravées par des Taïwanais quand même. Les accélérateurs qui feront le gros du boulot, si j'ai bien compris, c'est les Radeon Instinct, donc ce seront des Américains. Ce seront gravés aussi par des Taïwanais ou des Coréens, je sais pas trop. Les cœurs, c'est ARM, donc ils sont donc nippono-britanniques, donc pas européens, malheureusement. Donc voilà, faut bien commencer quelque part, en tout cas, c'est quand même intéressant. Un jour, les EPAC en RISC-V seront peut-être assez puissants. Pour le moment, de la vie générale, RISC-V n'est pas encore prêt à être compétitif sur le segment de la très haute performance. Mais bon, on a quand même des trucs en Europe, on a quand même déjà des machines qui sont pré-exascale, donc qui sont pas dégueulasses, qui sont pas aussi, qui font pas 1000 pétaflops, mais qui sont quand même intéressantes. Donc il y a Lumi en Finlande, et Leonardo, qui est à Bologne, et qui est fabriqué en France par Atos. C'est un Bull Sequana XH2000. Il y a pas moins de 2500 Xeon et 14 000 Nvidia A100 dedans. Et c'est quand même le 4e ordinateur le plus puissant du top 500. Donc a priori, officiellement, le 4e ordinateur le plus puissant du monde. Leonardo. Et l'année prochaine, donc ça continue, parce que l'Espagne va acquérir un Mare Nostrum 5. L'Allemagne devrait avoir son Jupiter d'ici à 2024, et qui lui devrait passer la barre de l'hexaflop, par exemple, tu vois. Donc on se débrouille pas si mal. Alors, les US sont devant officiellement, parce qu'une grande inconnue aussi réside sur la Chine. La Chine publie plus rien, donc on ne sait pas vraiment où ils en sont. Officiellement, ils ont le Sunway Pro, Ocean Light, et peut-être le Tianhe 3, mais on sait presque rien sur le futur. Il y a un truc qui s'appelle Sugon, mais ils publient plus aucun test, plus rien. Donc il est très probable en fait qu'ils aient mis en service au moins 5 machines et qui pourraient faire partie du top 10. Mais voilà, pour l'instant, c'est secret. Voilà, décision politique qui se défend, vu l'état des relations internationales, quoi. Je sais pas d'ailleurs, c'est quoi la motivation au contraire quand t'es dans une telle guerre? Est-ce que t'as pas intérêt à afficher le fait que tu progresses et que tu n'as pas besoin des entre guillemets partenaires technologiques et commerciaux que tu avais avant? Est-ce qu'au contraire, ce serait pas beaucoup plus puissant de dire regardez, nous on avance et regardez ce qu'on fait, quoi. Je me rappelle, c'était le cas il y a pas très longtemps d'ailleurs. Oui, Guillaume, tout à fait. Ils avaient annoncé avoir dépassé l'hexaflop avant tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si c'était pas en 64 bits, je crois. Mais bon, disons que là, étant donné que les États-Unis commencent à limiter leur livraison, à essayer de les empêcher, si tu veux, d'utiliser les technologies occidentales, s'ils commencent à dire oui, nous, l'hexaflop, voilà, ça fait 2 mois qu'on l'a, ça fait 2 mois, en gros, sur le top 10, il y a la moitié des machines qui sont chinoises, ça risque justement de renforcer encore les tensions, et ça risque de renforcer encore les problèmes, d'accentuer encore les problèmes d'approvisionnement qu'ils ont déjà, quoi. C'est peut-être aussi tout simplement pour ça qu'ils publient pas. Ok, et ils gardent ça pour eux, et puis quand même un petit mot d'encouragement pour l'Europe. C'est quand même cool de voir que les choses vont dans le sens des initiatives et des ambitions, même si effectivement t'as raison, je pense qu'il faut être prudent, mais enfin bon, faut bien commencer quelque part. On continue avec nos super outils qui calculent des super choses très compliquées, mais qu'on a vu que c'était très concret pour nous, notamment avec Cerebras, Guillaume. Oui, il y en a peut-être qui ont remarqué que j'ai mentionné que les processeurs REA avaient de la mémoire HBM. Alors, un CPU couplé à de Moi, j'ai pas relevé, mais je te fais confiance. Écoute, un CPU couplé à de la RAM comme ça, à très haute bande passante, en tout cas, une puce couplée à de la
RAM à très haute bande passante, c'est un petit peu étonnant, mais c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt sur des cartes graphiques. Et même avec HBM, c'est High Bandwidth Memory. C'est ça, High Bandwidth Memory. Je le dis très mal. Ça, c'est des trucs qui sont utilisés dans le très haut de gamme et encore pas si souvent. Parce que la HBM est chère, elle est plus rapide que la DDR5, mais elle est chère. Et dans de nombreux domaines, la mémoire devient le goulet d'étranglement, en fait. Et c'est un problème qu'on a dès qu'on a de plus en plus de cœurs qui sont de plus en plus rapides. Parce qu'il faut les nourrir, il faut leur donner à manger à ces cœurs, tu vois. Donc, en gros, il y a diverses interprétations pour contourner ce problème. L'une d'elles, c'est inclure la mémoire le plus proche possible des cœurs, c'est-à-dire sur le die, carrément. Mais évidemment, ça prend de la place et c'est très cher. Et l'exemple le plus extrême de ça, c'est Cerebras, qui fait des puces géantes, qui ont la taille d'une assiette, avec des centaines de milliers de cœurs. Il y en a 850 000 sur le Cerebras CS2. Et le CS2, en fait, c'est une sorte de sandwich à trois plans. Donc, il y a un plan pour les cœurs de calcul, il y en a un pour la mémoire et un autre pour le réseau qui est entre les cœurs, quoi. Et il n'y a pas moins de 40 gigaoctets de RAM on die, donc intégré au processeur, en gros. Et ce truc atteint les 20 pétaoctets de bande passante, donc on a 40 gigaoctets avec 20 pétaoctets de bande passante, ce qui est astronomique. D'ailleurs, au SC 2022, Cerebras a montré son système Andromeda, qui donc met en parallèle des CS2, donc des CS2, c'est les processeurs, là ils en mettent 16 en parallèle, et donc ce truc explose l'hexaflop de capacité, mais dans des conditions très particulières, puisque c'est en 16 bits et sur des matrices creuses. Donc il n'y a pas de quoi concurrencer Frontier. Mais pour l'IA, c'est très utile, et le système coûte 35 millions de dollars et pas 600, c'est pas mal, et il consomme 500 kW et pas 21 MW, tu vois, donc il y a évidemment, il y a des arbitrages à faire. Donc sans aller jusque-là, et pour rester quand même un poil plus généraliste, Intel va se décider à prendre un petit peu le chemin des cartes graphiques et à équiper ses futurs Xeon SP de 64 Go de HBM2. Donc il y aura de la RAM intégrée au processeur, en fait, qui sera presque on die. Ils sortiront en janvier, ce seront des puces 56 cœurs, sachant que c'est globalement l'architecture des Alder Lake avec des cœurs P. Donc ces Xeon supportent aussi la DDR5, mais si vous n'avez pas besoin de plus de mémoire, vous n'avez juste pas besoin de mettre de barrette du tout dans votre serveur. Le CPU arrive intégré avec 64 Go de RAM, et une RAM qui a 4 fois la bande passante normale. À tel point que d'ailleurs, si tu rajoutes de la DDR, tu peux avoir des centaines de gigaoctets de RAM en rajoutant de la DDR. Parce que c'est pas exclusif en fait, t'es pas obligé d'utiliser que cette RAM là, tu peux en rajouter en DDR. Tu peux en rajouter en DDR, et du coup la HBM fonctionne comme une sorte de cache de la RAM centrale, qui elle est plus lente. Tu peux aussi l'utiliser en complément de la RAM centrale. Parfois il faut recoder, mais en tous les cas, voilà, tout est possible. Et bon, rapprocher le CPU de la mémoire, c'est un petit peu ce qu'on voit chez Apple aussi quand même, avec les M1 et M2, qui offrent une bande passante colossale, aux dépens de l'évolutivité de l'ensemble, mais quand même. Donc Apple n'utilise pas la HBM, cela dit. La première puce qui a fait ça, qui a mis de la HBM directement sur le cœur, c'est les A64FX de Fujitsu, qu'il a fabriqué pour le Fugaku, qui est un super ordinateur japonais. Par ailleurs, par rapport à la dernière génération, disons on passe d'ailleurs chez les Xeon SP de 40 à 56 cœurs au maximum, ce qui donne un besoin de bande passante encore plus important. Tu vois, c'est ce que je disais, il y a plus de cœurs, ils sont plus rapides, il faut évidemment encore plus de bande passante mémoire. Et donc il montre que sur une simulation de mécanique des fluides, la HBM apporte 75% de performance en plus. Donc une autre voie dont on avait parlé, qui est un petit peu plus, plus modeste, c'est la voie du cache, c'est-à-dire de rajouter beaucoup de cache. On avait parlé du 3D V-Cache de AMD, c'est la technique qui consiste à empiler du cache L3, un très gros cache L3, par-dessus le CPU, pour pouvoir avoir un énorme cache L3, et donc augmenter virtuellement la bande passante mémoire. Et donc, apparemment, si tu fais la même simulation de fluide, Intel montre que le 3D V-Cache offre 30% de gain, alors que le HBM en offre 75%. Bon, évidemment, il faudra voir les prix, mais bon. En tout cas, c'est Xeon, donc c'est les Xeon Sapphire Rapids avec HBM. Ils inaugurent une nouvelle marque, les Xeon Max. Voilà. Et oui, tiens, ça me rappelle quelque chose en hommage, ça. Mad Max, tu veux dire? Oui, les M1 Max aussi. Les M1 Max, oui, c'est vrai, c'est les Kinder Max, non, les Kinder Maxi, je sais pas. Puis il y a plein de trucs en Max, donc c'est pas forcément. En tout cas, Max, ça sera le sobriquet, n'est-ce pas, des nouveaux Xeon, mais aussi des nouveaux des futurs nouveaux GPU, donc qu'on appelle aujourd'hui Ponte Vecchio, qui pour le moment sont utilisés pour le futur Aurora. Donc en fait, les Ponte Vecchio, c'est des GPU Arc sous stéroïdes. Donc c'est les GPU donc Max, c'est 52 teraflops en 32 bits et 64 bits, donc ce qui est quand même violent, et 939 teraflops en mode matriciel 16 bits pour l'intelligence artificielle, avec pas moins de 408 mégaoctets de cache, et aussi bien entendu de l'HBM. Donc c'est HBM à tous les étages chez Intel. Donc
voilà, de quoi répondre à AMD, et ça c'est sûr, avec qui vont aussi amener leur puce Genoa, etc. Mais bon, à quel prix? Ça par contre ils n'ont pas dit. On sera peut-être surpris. On va parler aussi un petit peu pour conclure sur cette rubrique de ce que tu as vu passer en matière de refroidissement, notamment des ordinateurs qui ont besoin de liquide, Guillaume. Et oui, comme moi. Une grosse tendance du SC 2022, c'était le refroidissement liquide, donc à la fois direct et par immersion. Alors les joueurs PC sont sans doute familiers du concept de water cooling, n'est-ce pas, le water cooling. Effectivement, très bien dit, très bien dit. Et ben voilà, en gros c'est ça, ça se répand aussi dans les serveurs de calcul, voilà, le water cooling. Alors, c'est pas forcément une très bonne nouvelle en soi, en fait, parce que ça traduit une montée des besoins en dissipation thermique qui va aussi avec la montée de l'intégration. Donc, on veut toujours plus concentrer la puissance, augmenter la densité des serveurs, comme on dit, depuis toujours. Et là, on se retrouve avec des CPU, alors des CPU professionnels, qui consomment jusqu'à 400 watts, et des GPU professionnels, qui en avalent jusque dans les 700. Donc un serveur qui intègre du coup plusieurs de ces puces, très très concentrées dans des lames, ils peuvent consommer plusieurs kilowatts. Un système à 10 kilowatts, c'est même plus une vue de l'esprit, puisque en fait c'est ce que consomme le DGX H100, qui consomme 10 kilowatts dans un volume assez contenu. C'est plus épais qu'une lame évidemment, mais enfin, c'est quand même un truc rackable qui est un serveur, quoi. Donc un serveur à 10 kilowatts, c'est absolument énorme, parce qu'évidemment il faut dissiper toutes ces kilowatts, et l'air peut ne plus suffire. Donc le principe du water cooling, c'est d'utiliser un liquide, alors bon, de l'eau ou autre, pour extraire de la chaleur. Donc au lieu de mettre un radiateur sur la puce, là, et le radiateur, tu mets un ventilateur pour le rafraîchir, tu mets une plaque en contact avec un liquide qui circule, et là, en tout cas le liquide circule pour évacuer la chaleur de la plaque vers un radiateur plus gros qui est déporté, et le radiateur lui-même est équipé de gros ventilateurs en général, ou de notre moyen de refroidir, on s'en fout, mais en tout cas voilà, la chaleur est déportée à un autre endroit, quoi. En gros, elle est déplacée. Donc, les lames de serveur se dotent donc de blocs de cuivre ou d'alu et de tubes en caoutchouc de tous les côtés pour faire circuler le liquide sur les parties chaudes. Donc, la plupart des constructeurs offrent désormais des modèles de serveurs comme ça. Certains vont plus loin, même en refroidissant même un petit peu tout, la mémoire aussi, les puces réseau, etc. Donc, un serveur Neptune de Lenovo, ça inclut 4 H100 et 2 puces AMD Genoa, donc c'est quand même 3600 watts le tout, à refroidir. Donc ça fait des serveurs qui sont toujours plus lourds et plus complexes, avec des tubes de tous les côtés, des pompes évidemment, pompes nouvelle source de panne, donc super. Donc, mais le truc c'est que ça c'est peut-être pas la fin de l'histoire, puisqu'il y a aussi l'immersion totale. On pourrait revenir à l'immersion totale. Alors je dis revenir parce qu'en fait il y a déjà des ordinateurs qui ont été refroidis par immersion totale dans les années 80. On pense au Cray 2 par exemple, qui était comme ça. Donc les serveurs dans ce cas en fait il faut imaginer donc les gros serveurs plats là, tu sais, les grands lames de serveurs qu'on insère verticalement comme ça, plouf, dans un bassin rempli d'un liquide. Alors liquide c'est pas de l'eau. Ah bah c'est parce que ça fait plouf. Donc ça fait plouf dans un liquide qui est évidemment pas de l'eau, c'est des liquides non conducteurs, donc c'est des huiles synthétiques ou des liquides spéciaux comme le liquide 3M. Donc quand ça tourne, quand le serveur tourne, la convection naturelle ramène la chaleur de l'ensemble, mais vraiment de l'ensemble, parce que là, comme il y a de l'eau, il y a des liquides absolument partout, l'ensemble est complètement... c'est l'ensemble de la lame en entier qui est refroidi. Parce qu'évidemment, la chaleur repart vers le haut, et donc, évidemment, en haut, il y a... En haut je vais y arriver. En haut en haut de la piscine. En haut de la piscine, si tu veux, voilà. Bon, c'est un bloc. En haut de la piscine, il y a un échangeur, évidemment, pour ramener les calories plus loin, où elles pourront être dissipées, qui pourraient être utilisées pour du chauffage, par exemple, ce genre de choses. Alors, évidemment, ça complique énormément la maintenance. Il faut une infrastructure pour gérer les fluides. Si on doit intervenir sur une lame, il faut la sortir. Il faut la sortir du bassin. Pour la sortir du bassin, il faut la soulever. Et un serveur de calibre dont on parle, c'est le Kental, facile. Donc, il y a aussi des solutions à base d'immersion plus légères, mais ça reste quand même complexe, quoi. Alors, pour le moment, ça reste marginal, ce genre de joyeuseté, et l'adoption, par contre, du refroidissement liquide est clairement en accélération, et les experts tablent sur 19% de dépenses en refroidissement en 2026. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a des complications. Alors, tout n'est pas négatif, parce que ces complications, ça amène aussi à des solutions de refroidissement qui sont plus efficaces, tout simplement. Donc, ça peut faire des économies de climatisation, parce que quand tu refroidis par air, il faut évacuer l'air chaud, et puis il faut amener de l'air froid, donc d'où qui dit ça, il dit climatisation, et donc, finalement, refroidir les parties, spécifiquement les parties chaudes, c'est quand même un plus net.
Alors le problème, c'est qu'on peut aussi le voir comme un indicateur supplémentaire de la mort de la loi de Moore, quoi, hein, parce que... Oui, c'est ce que tu disais juste avant, c'est pas forcément un annonciateur de progrès sur les développements en tant que tel, quoi. Ben, ça montre qu'on est quand même obligé de se compliquer plus la vie pour pour continuer à avoir des serveurs de plus en plus puissants. Et c'est un truc qu'on voit aussi dans une certaine mesure à travers les dernières cartes graphiques. Je veux dire, pendant 30 ou 40 ans, la loi de Moore a permis d'avoir des machines qui soient toujours plus rapides et plus compactes à coût constant. Si on regarde la 4080, bah, c'est une carte qui offre grosso modo 1,6 fois plus de puissance que la 3080, mais elle est 1,7 fois plus chère en fait. Et la 4090, en gros, c'est 2 fois plus puissant qu'une 3080, mais c'est 2 fois plus cher qu'une 3080. Et du coup, ouais, t'as plus de puissance, mais pour 2 fois plus cher. Donc, alors que jusqu'à maintenant, on avait l'habitude d'avoir des trucs plus rapides. Et plus rapide, c'était mieux, parce que plus rapide, c'était pas plus cher, en fait, tu vois. 2 fois plus rapide pour 2 fois plus cher, c'est moins mieux, on va dire. Donc, les consommations des GPU, d'ailleurs, et des CPU reflètent ça aussi, complètement. Regarde les corps de génération 13, ils sont plus puissants que les corps de génération 12, mais enfin, ils consomment plus. Et ils consomment plus dans les mêmes proportions qu'ils sont plus puissants, tout simplement. Donc aujourd'hui, on fabrique toutes les puces dans 3 endroits dans le monde. Hein. Les constructeurs ont à peu près tous les mêmes soucis, du coup, puisque voilà, tout le monde construit pareil. Donc Samsung a des rendements minables, d'ailleurs, sur ses chaînes en 3 nanomètres, puisque ce serait dans les 20%. Ils ont demandé de l'aide, d'ailleurs, une boîte américaine pour augmenter ça. Et de son côté, TSMC a un process plus mature au niveau du 3 nanomètres. Hein. Par contre, le prix des wafers ne cesse d'augmenter. Donc le prix des wafers, donc vous vous souvenez, ces grosses galettes sur lesquelles on grave les processeurs. Donc un wafer, c'est-à-dire une galette, comme ça, une grosse galette, ça coûte $20,000. En 3 nanomètres, graver un wafer, c'est $20,000. Donc moi je vous dis, attendez-vous à des iPhone 15 encore plus chers. Parce que les prochains M machin, là, ils seront en 3 nanomètres et les prix explosent, quoi. Ouais, c'est sûr. Il faut voir qu'en 2014, le prix de... Alors attends, non, en 2004 ou en 2014, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà. En gros, ce qui est sûr, c'est qu'en 2018, le prix d'un wafer, c'était $10,000. Donc il a doublé en 4 ans et je crois qu'en 2014, c'était $2,000. Donc ça a explosé complètement sur les 15 dernières années, ça a explosé littéralement. Donc tout ça fait qu'on commence à arriver au bout d'un cycle. Donc au bout du cycle, si tu veux, où les améliorations sont rapides, régulières et à coût constant, malheureusement. Donc alors le truc évidemment, c'est qu'il faut quand même bien sortir des produits chaque année, tu vois. Donc les produits meilleurs que la concurrence en plus. Donc on lance des GPU à 2000 balles, qui bouffent 450 watts. Mais ça a qu'un temps, parce que imagine, on a la génération 4 là, 2000 balles, 450 watts. Si ça continue comme ça, dans 2, 4, 6 ans, ça va être quoi? La 9060, elle va consommer 900 watts. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas très réaliste en fait, c'est pas très durable tout ça. Et dans le monde du HPC, parce que c'est ça dont on parle, c'est un problème qu'on a déjà et qui se reflète dans les besoins comme ça en dissipation. C'est le secteur où la puissance compte, et jusqu'à présent on a des très gros budgets, donc le prix compte moins. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'on va continuer à faire avec des puces standards, et les besoins des puces standards, on va y remédier. Mais une fois qu'on aura rempli une pièce entière de GPU et qu'on aura immergé tout ça dans de l'huile synthétique, je sais pas trop ce qu'on va faire, tu vois. Donc on s'apprête à la fin d'une époque qui a commencé dans les années 90 en fait, et qui a vu la fin des super ordinateurs custom. Ça, c'est un truc dont on pourra parler, mais à partir de cette époque, si tu veux, c'était plus du tout rentable de concevoir tout soi-même, tu vois. Donc, on a arrêté de faire des super ordinateurs qui étaient des machines uniques et qu'on fabriquait exprès, comme les Cray et ce genre de trucs, et on s'est mis à faire des gros clusters de PC, tout simplement. Et après, on a fait des gros clusters de PC avec des GPU dedans, voilà. Et c'est un petit peu toujours ce qu'on fait aujourd'hui, globalement, Mais ça pourrait ne plus convenir si ça avance trop lentement, tout simplement. Donc, on va peut-être revenir à une époque glorieuse des années 80 où chaque super machine était un design plus original. Tu vois, de ne plus pouvoir compter sur les puces standards, même si c'est des puces standards un peu boostées évidemment pour le secteur pro, ça poussera peut-être à plus d'innovation, tout simplement. Tu vois, des machines plus exotiques. Comme le Cerebras. Le Cerebras, c'est une machine exotique, c'est une machine qui est vraiment unique dans son design. Donc on peut penser aussi à toutes les recherches sur comment revenir à des machines semi-analogiques pour faire du deep learning, tu vois, des machines à base de memory store, des réseaux optiques. Donc on a évoqué plein de pistes déjà, en particulier le week-end là avec les news, dans ce genre de news, on évoque plein de trucs.
Et d'ailleurs, le pari européen de compter sur des accélérateurs quantiques d'ici 2027, c'est intéressant, parce que comme s'ils avaient intégré qu'en 2027, on sera au bout et qu'il faudra trouver d'autres voies de croissance, en quelque sorte, tu vois. Donc, ce qui n'est pas complètement déconnant. Pas du tout, mais la fin de la loi de Moore, en fait, ça peut être joyeux, parce que en fait, ça peut être aussi ce dont on a besoin pour nous motiver à relancer l'innovation, tu vois. Parce qu'on peut pas se contenter de prendre sur des... je caricature, mais tu vois, tu prends sur des étagères, des puces standards, tu t'analignes de plus en plus, et puis voilà quoi. Ben, ça, peut-être que c'est plus possible, ça sera peut-être bientôt plus possible. Et donc, on est peut-être à l'aube de plein de révolutions technologiques qui toucheront d'abord la haute performance, et qui ruissellera probablement jusqu'à nous, petits utilisateurs finaux. Et qui feront des épisodes de podcast peut-être un peu plus intéressants. Enfin, non pas qu'ils soient pas intéressants voilà. mais du coup, qui seraient intéressants de c'est pas manière intéressant. Voyons. Super, c'est des belles perspectives, c'est chouette. Merci Guillaume. On va conclure cet épisode avec une autre rubrique qui est moins Supercomputing 2022 comme tu le mets dans les notes de l'épisode. À commencer par une initiative qui, alors, on se plongeait dans les bassins là il y a peu pour refroidir nos appareils. Et on va tourner la tête vers le ciel et envisager peut-être une nouvelle galaxie de satellites ou en tout cas de data center en orbite, Guillaume. Ouais, on sort de la rubrique supercomputer, mais on continue un petit peu dans les data centers et même on parle aussi d'Europe, avec un projet que même avec toute la bonne volonté du monde, j'ai quand même du mal à pas trouver complètement farfelu. Et pourtant, c'est Thales Alenia Space qui a été sélectionné pour faire une étude de faisabilité sur un data center spatial. Donc en gros, un data center en orbite, alimenté par des panneaux solaires et qui a pas trop de soucis de refroidissement vu la température dans l'espace. Enfin, quand il est à l'ombre. Donc la liaison avec la Terre... Oui, quand il est à l'ombre, oui. Oui, c'est parce que ça aussi, mais bon, à mon avis. Bref, la liaison avec la Terre se ferait par communication optique avec une station de base, et la question se pose, la question que se pose l'Europe, c'est est-ce que ça serait mieux question CO2 ? Perso, je vois pas comment. C'est une idée qui est tellement lunaire qu'elle pourrait même venir d'Elon Musk, c'est pour te dire. Mais c'est pas la première fois qu'on a des projets de data center exotiques, dans l'eau par exemple, comme avec le projet de Microsoft, qui a été, disons, semi-concluant. C'est des espèces de citernes que tu lances au fond de la mer avec un gros câble pour les communications. Ça a fonctionné globalement. C'est pas pour autant que tout le monde s'est mis à tout foutre à l'eau, tu vois. Donc alors là, l'idée est encore plus bizarre, puisque comme on vient d'en parler, un serveur c'est très lourd. Un ensemble de serveurs qui ferait un data center digne de ce nom, ce serait très 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 lourd. Et donc pour le mettre en orbite, ça coûterait extrêmement cher. Il faudrait plein de lancements, ce qui serait pas super question CO2 déjà. Ensuite, il faudra une communication vraiment rapide avec l'orbite, donc peut-être des orbites basses, donc la question se pose où tu les fous. Ça bouffe une quantité de watts très très conséquente. On l'a vu, les ordinateurs, donc du coup, il faudrait des panneaux solaires monstrueux pour envoyer des mégawatts, parce qu'on parlait de mégawatts quand même. Donc il faudra aussi les monter en orbite, ces panneaux solaires, donc voilà. Puis évidemment, pour finir, imagine qu'il faut changer un disque dur ou une barrette de RAM, tu vois. Et sans compter que tous les 5 ans, jusqu'ici... Maintenant, c'est compliqué. Là, maintenant, c'est compliqué, puis le renouvellement... Tu disais que la maintenance dans un appareil qui est plongé dans un bassin est compliquée, mais alors s'il est en orbite... C'est une plaie, mais en orbite, je te dis pas, quoi. Et sans compter que tous les 5 ans, jusqu'ici, à peu près, tous les 5 ans, le serveur, tu le remplaces, tout simplement, pour un serveur mieux. Donc, je sais pas. En l'état actuel des technologies, ça ressemble vraiment à un poisson d'avril, mais non, ça s'appelle ASCEND, pour Advanced Space Cloud for European Net Zero Emissions and Data Sovereignty. Oui, je sais, c'est vraiment le truc. Donc, le nom ressemble à une blague lui aussi, mais pourtant le programme serait doté de 2 millions d'euros. Donc je serais très curieux que Thales conclue que oui, ce serait une super idée pour devenir carbone neutre. Bon, j'y crois pas, mais bon, j'aimerais être surpris. Le postulat de départ, c'est de dire que le refroidissement dans l'espace naturel nous ferait économiser beaucoup de consommation d'énergie et compenserait toute l'énergie qu'il faudrait investir pour le mettre en orbite, c'est ça ? Oui, il y a le refroidissement, mais puis il y a l'énergie, ce serait forcément de l'énergie solaire qu'on utiliserait. Bon, Ouais. Ça me paraît un peu fumeux. Bon, très bien. On va toujours du côté des processeurs, mais en tout cas, on va parler un petit peu de Qualcomm qui était dans le feu de l'actualité ces derniers jours, Guillaume. Ouais, on a aussi des super puces ARM et Qualcomm. Alors évidemment, Apple a des super puces ARM, lui. Il les a déjà, on le sait, on a bien parlé. Donc Qualcomm voudrait avoir les siennes aussi. Et donc, ils ont racheté Nuvia en 2021 pour ça. Donc, c'était fondé par des anciens d'Apple Silicon. Ça leur vaut d'ailleurs actuellement un beau procès avec ARM pour des problèmes obscurs de licence, bref. Mais ça leur a aussi valu une nouvelle puce. Et pour lesquelles, Qualcomm vient de faire le plus compliqué, leur trouver un nom et une marque.
C'est pas facile. Et oui, alors ça va s'appeler Orion avec un Y. Voilà. Donc la cible pour les Qualcomm Orion, c'est l'Apple M2 bien entendu. Donc les puces actuelles de la marque, le Snapdragon 8 Gen 2, fait pas vraiment d'ombre aux puces Apple, faut le dire. Donc d'ailleurs le test du projet Volterra là, qui a été fait par Ars Technica le confirme un peu. Le projet Volterra, donc c'est cette petite machine Windows on ARM que pour une raison obscure, Microsoft ne veut pas appeler Surface PC ou Surface Mini, est présenté comme une machine de développement, et ça a des performances qui sont décentes en natif, mais qui sont toujours très très moyennes en mode de compatibilité Intel. Bon, puisqu'on a une digression sur la Surface, d'ailleurs, on peut souligner que les Surface Pro 9 ont subi un gros redesign interne, ce qui les rend beaucoup plus réparables. Donc d'ici à 2023, il y aura des manuels et des pièces qui seront disponibles pour les Surfaces. Mais bon, revenons à Windows on ARM. Donc Windows on ARM, ça marche bien, ça marche aussi bien que sur Intel, mais quand on arrive à l'écosystème, il y a toujours beaucoup d'applications compilées pour Intel, beaucoup plus que pour ARM. Et il faut dire parce qu'il y a aussi beaucoup moins d'utilisateurs Windows on ARM. Et ben justement, parce que c'est pas des foudres les appareils sur ARM. Donc tout ça pourrait changer si on avait vraiment quelque chose de très compétitif par rapport à Intel et par rapport au M1. Si c'était plus puissant et beaucoup plus puissant et plus économe qu'Intel, si c'était comparable aux puces Apple, ben du coup les machines Windows on ARM deviendraient plus attrayantes, il y aurait plus de développement dessus. Et donc on enclencherait un cercle vertueux qui pourrait effectivement propulser Windows on ARM qui stagne un petit peu pour le moment, enfin depuis plusieurs années quoi. Donc voilà, donc Orion, t'as la pression. C'est beau. Ouais, c'est de longue date cette envie côté Microsoft de faire des Windows on ARM qui soient convaincants. Et j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu les mêmes constats qui se heurtent à nos regards. Et ben c'était Nvidia, c'était les Tegra il y a des années de ça. Après ça a été Qualcomm. Bon ben voilà, avec Nuvia, on espère qu'ils vont y arriver. Il n'y a pas de raison. Intel est sous le feu des attaques de patent troll. Ouais, on parle de procès là, donc voilà, toujours des batailles cocasses entre géants de la tech et patent troll, parce que ça s'arrête pas, il n'y a aucune raison qu'elle cesse, puisque le système de brevet américain est toujours aussi pété. Donc, selon le dernier jugement, Intel doit 948 millions à VLSI. Alors, VLSI, ça évoque peut-être... Ça en fait de l'argent. Ça fait beaucoup de pognon, et VLSI, vous me dites, mais VLSI, attends, ça me dit quelque chose, c'est un truc électronique, ça, c'est un truc de technologie. Non, oubliez, VLSI, c'est le nom d'un patent troll affilié à un fonds d'investissement, qui appartient à SoftBank d'ailleurs. Et en fait, les Cascade Lake et Skylake auraient violé un brevet de VLSI sur un truc complètement obscur et probablement complètement bateau, parce que c'est pas la première fois qu'Intel en fait est inquiété par VLSI. En mars 2021, il lui devait aussi 2,18 milliards de dollars. Ce qui est marrant, c'est que les brevets de VLSI vont être passés en revue par l'organisme des brevets, et il y a une chance qu'ils ne soient pas revalidés. Donc ça rendrait le jugement caduque, bon bref. Intel et Apple ont d'ailleurs attaqué Fortress Investment, le propriétaire de VLSI, pour comportement anticompétitif, et ils ont perdu. Les boîtes n'ont pas vraiment, alors les boîtes qui font vraiment des trucs, n'ont pas vraiment de masse de recours légaux face aux parasites qui les harcèlent avec des violations de brevets bidons qu'elles accumulent comme ça dans leur coin. Et c'est pas d'hier. En 2014, il y a une recherche qui avait estimé que tout ce barnum là avait coûté 29 milliards de dollars en pure perte en 2011. Donc on peut résumer qu'il y a peut-être 30 milliards par an qui sont brûlés en frais de justice inutilement, au lieu d'aller soutenir vraiment l'innovation. C'est purement débile et ça continue. Au premier semestre 2022, 77% des poursuites en violation de brevets ont concerné le secteur tech et 95% visaient des grosses boîtes. Voilà, pour leur sucer le sang, quoi. Les patent trolls évoluent aussi, d'ailleurs, elles s'allient à de gros fonds d'investissement. Comme ça, elles ont bien les moyens pour bien harceler leurs victimes plus longtemps. Voilà. Bien du fric. Donc le mal est si profond qu'en 2005 déjà, il y avait Sony, Novell, Philips et IBM qui ont fait un truc de fou. Elles se sont alliées. Elles ont signé un pacte de non-agression. Et ils ont fondé, à la suite de ça, il s'est fondé le Open Innovation Network qui a grossi pour inclure 3700 sociétés et plus de 2,7 millions de brevets. Donc c'est assez fou et pourtant, les trolls rôdent toujours manifestement. Ouais, tant qu'il y a de l'argent à se faire, ça continuera, c'est fort probable. On conclut cet épisode avec Seagate, un acteur bien connu dans le monde du stockage et des disques durs qui justement dévoile une nouvelle version, Guillaume. Ouais, les disques durs sont toujours vivants, ils sont même plus rapides que jamais, puisque l'Exos 2X18 de Seagate offre 545 mégaoctets de débit en SATA et c'est digne de SSD, avec 18 téraoctets de capacité. 18 téraoctets sur un disque dur, c'est quand même pas mal, c'est pour ça que d'ailleurs ils sont toujours là, les bons vieux disques durs magnétiques. Alors, pour atteindre cette vitesse, Seagate met globalement 2 disques durs en un, en fait. En 18 téraoctets, on a donc essentiellement 2 disques de 9 téraoctets qui travaillent en parallèle en RAID 0. Alors, RAID 0, c'est pour donner une idée, parce que c'est un
protocole interne, mais en fait, c'est l'équivalent d'un RAID 0. Donc le RAID 0, traditionnellement, ça permet de mettre en parallèle deux disques durs physiques, deux disques durs identiques, sur lesquels on écrit... Qui lâche, l'autre prend. Pas du tout. Non, ça, c'est le RAID 1. Ah, pardon. Le RAID 0, c'est à deux disques physiques, mais au lieu d'écrire les données sur les deux de manière de dupliquer les données pour que ce soit de la sécurité, tu as un fichier, tu as un bloc du fichier que tu écris sur un disque et un autre bloc du fichier que tu écris sur un autre disque. Ce qui fait que quand tu charges le fichier, tu peux charger le premier bloc sur un disque, le deuxième bloc sur un autre disque, et donc tu charges le fichier 2 fois plus rapidement puisque les deux blocs sont chargés simultanément. C'est ça le RAID 0. Mais par contre, tu t'exposes 2 fois plus au risque de défaillance du coup. Évidemment, si un des disques durs pète, tout est mort. C'est ça le problème du RAID 0. Mais bon, il faut choisir. Soit tu es beaucoup... le RAID... Donc tu peux configurer du RAID pour avoir de la sécurité ou du RAID pour avoir de la vitesse. Et donc globalement, le 2X18 fait ça, mais en interne, de manière transparente. Ça suppose par contre que soit tu as 18 Teraoctets, soit 18 Teraoctets avec la moitié de débit, soit que tu as 9 Teraoctets avec super débit. Bon, voilà. Donc il n'y a pas de miracle. Après, c'est des trucs pros, selon les besoins. Les pros vont arbitrer. Voilà, de toute façon, c'est aux pros maintenant que s'adressent les disques durs, tu vois, parce que la vitesse de transfert est très élevée. Après, le temps d'accès, c'est toujours le même, c'est des 7200 tours minute, donc ce sera très très loin du SSD, ça c'est évident. Petit à petit, les SSD remplacent presque totalement les disques durs sur les machines personnelles, tu vois, du grand public. Mais par contre, les pros qui ont des très gros besoins en stockage vont encore les utiliser un moment parce que là, 18 Teraoctets, je sais pas combien de coûterait 18 Teraoctets de SSD, mais c'est pas triste. Et Seagate prévoit un disque dur de 30 Teraoctets pour l'année prochaine. Donc en fait, tout simplement, les disques durs disparaissent de la sphère grand public, mais se maintiennent pour le stockage de très grosse capacité chez les pros, quoi. Et ça va durer encore un moment. Pour quelle raison ça plafonne à 7200 tours minute? C'est que au-delà, il n'y a pas ça d'intérêt ou... Ça, il y a des 10 000 tours. Ça fait quand même très longtemps que j'entends que les disques durs sont à 7200 tours minute, parce que c'est... 5400 pour certains. Oui, alors il y a eu des... Non, mais alors, il y a eu des 10 000... Enfin, il y a toujours des 10 000 tours minute, et on peut monter plus haut. En théorie, on peut monter plus haut. Après, le seul truc, si tu veux, c'est que le rapport coût-avantage devient négatif, parce qu'au plus c'est rapide, au plus tu fais de tours minute, au plus effectivement tu peux avoir un temps d'accès important. Le problème, c'est que c'est plus fragile, c'est moins fiable. Bon, voilà, après, si tu veux, c'est juste... est-ce que, tu vois, ça serait beaucoup plus cher en plus, et puis ça consomme plus d'énergie. Il faut voir qu'au plus le truc tourne vite, au plus ça consomme de l'énergie. Donc, c'est pour ça que les NAS, en général, c'est du 5400, comme ça, donc consommer peu. Donc voilà, c'est des arbitrages comme ça. Très bien. Réponse très claire. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode supplément de Tech Café. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Et puis, c'est évidemment un grand plaisir de vous retrouver fidèles à l'écoute du podcast. Vous connaissez les incontournables. Si jamais vous avez apprécié cet épisode, si vous l'avez trouvé utile, rendez-vous sur Patreon, patreon.com/techcafé. Comme ça, vous pourrez nous soutenir à la hauteur de ce que vous considérez juste comme soutien. Vous pouvez aussi, bien évidemment, laisser, et on est ravis d'en prendre connaissance, un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. On les cite même durant les épisodes hebdomadaires, et vous pouvez laisser un commentaire sur les articles qui accompagnent la parution de ces épisodes, dans lesquels vous retrouvez les notes qui sont utilisées pour le conducteur des épisodes, notes que vous retrouvez sur votre appli de podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité, Guillaume. Il est grand temps que tu puisses nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Est-ce que tu es plutôt du style à être retrouvé dans l'espace en orbite parce que c'est pas trop compliqué de nous refroidir, ou plutôt au fond d'un bassin? Écoute, moi je pense que vous allez me retrouver sur le bon coin en train d'essayer de trouver des morceaux de Cray 2 pour ma collection d'informatique vintage. C'est tellement pragmatique. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur Twitter, sur Mastodon, sur les réseaux sociaux de manière générale. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.